l'ASBL Prevent. Prevent, qui est une ASBL essentiellement de santé, qui est basée sur la commune d'Anderlecht, à Bruxelles. Et l'ASBL est enregistrée officiellement sur ce nom. L'hypertension artérielle au Cameroun et en Afrique est devenue l'une des principales causes de mortalité chez les adultes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral AVC, qui est la forme de complication la plus fréquente de cette maladie, est responsable de nombreux décès et paralysies chaque année sur le continent. Avec environ 4 millions de personnes touchées, le Cameroun est l'un des pays africains les plus atteints. Une situation préoccupante pour les spécialistes du cœur qui décrit l'absence d'une politique gouvernementale pour faire reculer la maladie, qualifiée de tueur silencieux. L'hypertension reste encore un ennemi dangereux négligé. Un ennemi dangereux, public dangereux, négligé. Je dirais même que c'est l'ennemi public numéro 1 dans notre pays aujourd'hui. Parce que c'est la maladie qui, après le paludisme, touche plus de 35% de la population adulte. Si vous prenez la population actuelle du Cameroun, vous considérez pour des gens âgés de 18 ans et plus, 35% au moins de cette population souffre d'hypertension. Mais la population n'en est pas concernée. Je vais présenter le professeur Daniel Lemougou. Professeur Daniel Lemougou, dont la présentation pourrait facilement prendre 1 heure. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais voilà, c'est un professeur de cardiologie, c'est aussi un docteur en cardiologie. J'ai eu l'honneur d'assister à sa défense publique de thèse en cardiologie. Je vais rapidement tout simplement dire que c'est quelqu'un qui a une vingtaine, sinon plus, d'articles scientifiques sur l'hypertension artérielle publiés. Et il est aussi enseignant à la faculté de médecine, dans les facultés de médecine du Cameroun. Il est aussi consultant à l'hôpital Erasme. Il est membre de plusieurs sociétés scientifiques internationales. C'est plutôt un exposé au cours duquel vous donnez notre opinion. Et les questions, l'attitude des questions va nous faire plaisir. Mais je vais d'abord vous poser une question. Pensez-vous que l'hypertension est un problème de santé publique? Ici, comme en Belgique, il y a toute une machine de prévention qui s'est mise en place. La prévention, ce n'est pas seulement les gens bouger, faire du sport. La prévention se situe à plusieurs niveaux. L'éducation de masse, le screening de masse, mais aussi soigner ceux qui sont malades pour éviter qu'ils soient plus malades, qu'ils aient des complications. Donc, on a longtemps pensé que nous étions, avec surtout nos partenaires, qui ont eu la pensée ailleurs, que c'est le sida qui est la principale complication. Notre rôle, c'est de vous attirer votre attention dessus. Comment va-t-on soigner ces gens? Un pays, on dit que ce pays en voie de développement, il avance bien. Quand je vois la Corée du Sud, désolé, ça crée vraiment de la pauvreté, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Le stress s'installe. Les gens, quand vous voyez à Douala ou à Yaoundé, le nombre de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger demain, le lendemain, comment ils vont nourrir leur famille le lendemain. Quand vous voyez les bayamsara au marché, au soleil, les bagarres, les colbosses, il y a tellement de stress. Alors ces stress ont une influence directe sur notre niveau de pression artérielle. Pourquoi? C'est plus grave chez nous le stress. Le stress, c'est pas seulement en Europe. Ils ont le stress de richesse, nous avons le stress de pauvreté. Et ça, voilà. Ce stress va expliquer le fait que les gens dorment mal. À l'époque, les gens n'avaient pas de problème sur la chambre. Comment? Les gens dorment mal. Ça va créer des problèmes. L'effet de mal dormir augmente le risque d'hypertension. Toutes les études montrent que ceux qui dorment moins de 6 heures par nuit, ils sont à plus haut risque d'effet d'hypertension et donc de mourir d'AVC. Donc il y a une cascade d'événements que le stress va engendrer. Ça, nous on les découvre à travers les études préliminaires comme les autres en RDC. Donc, il n'y a pas que le stress, le sommeil. Il y a un facteur important qui va nous interpeller, le sel. Que va-t-il se passer avec l'urbanisation? Les gens vont manger de plus en plus hypercalorique, manger sucré.
Salé, surtout salé. Surtout salé. Et ici, les gens commandent le makayabo au Congo. Les femmes, les jeunes femmes camerounaises commandent le cube. Expressez bien, apportez-moi l'arôme magie ou le cube magie onique. Nos femmes le font ici, inconsciemment. Parce que ça relève le goût. Pourquoi il y a eu une explosion de l'hypertension au Cameroun subitement? Avec la crise économique que le Cameroun a connue, chez vous au Congo aussi, les gens n'avaient plus d'argent pour s'acheter de la viande. Que fallait-il faire? Il fallait au moins trouver quelque chose qui relève le plat. Nos mamans, c'est le cube, c'est accessible. On en met 10, 20. Et ça, ils habituent. Notre attention a été attirée en 1985. Lorsqu'un de nos camarades fait une étude à Baham, chez les Baham, vivant à l'ouest, les Baham à Yaoundé, chez les Étones de Bala et les Étones de Yaoundé, on a vraiment fait une terrible. Les deux groupes de population, dans des zones rurales, la pression artérielle est exagérément élevée. Parce que malgré tout, malgré la pauvreté, ceux qui sont en ville se débrouillent pour acheter la viande, ils sont même accès à un certain nombre de choses, même en faisant des petits jobs, même si c'est ponctuel. Au village, ils ont accepté la crise et ils se sont rués dans les pubs. Il y avait des fortes publicités. La publicité continue encore aujourd'hui. J'ai eu du mal à démarrer la Fondation du Cœur. Mais dès lors que je me suis mis sous le couvert de l'ambassade, ça a donné une crédibilité et puis l'État inscrit ça dans son agenda officiel. Notre pays, c'est vrai, des cours, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, les cardinaux camerounais sabotent les activités que la Fondation organise. Mais on ne doit pas s'arrêter parce qu'ils ont saboté. Par rapport au négo, parce qu'on pense que le ministre de la Santé donne 10-20 millions. Non, ils n'ont pas compris, ils sont à l'hôpital, justement parce qu'ils cherchent de l'argent dans l'hôpital, ils ne s'intéressent pas à la santé publique. Le ministre se donne plus. Le ministre passe en présence à une cérémonie que tu organises, donne plus de valeur et beaucoup de Camerounais sont sensibilisés. C'est ça qu'on vise. Ce n'est pas notre intérêt personnel. Donc je pense qu'il faudrait, comme je l'ai parlé tout à l'heure, s'organiser. C'est impossible de se faire entendre au Cameroun, surtout quand on est dans la diaspora, sans être organisé. Donc, je pense que la clé, c'est nous. Il y aura toujours des oppositions, même dans ton village. C'est ton propre frère qui va te saboter l'action au village. Donc, c'est un problème humain et qu'il faut surpasser, prendre des dispositions composées avec l'État. On ne peut rien réussir au Cameroun sans l'État. Ça, c'est impossible. Mais comment y parvenir? En exploitant déjà des structures administratives, diplomatiques présentes autour de nous. Allons voir l'ambassadeur avec un projet. N'allons pas dire l'ambassadeur, ah, je voudrais faire quelque chose au Cameroun. Comment je procède? Il dit, où est le projet? Tu rentres, tu gardes ta tête, tu peux réfléchir. Il faut qu'on s'organise. Vous voyez, c'est lui qui nous a poussé à créer le Campbell. Il a poussé les artistes à s'organiser. Il pousse tous les grands corps à s'organiser, les avocats. Et donc, l'ambassadeur est prêt à nous appuyer, l'ambassade, globalement. Et donc, je pense que le travail, ceci est une lame de lancement. Et j'espère que cette union va se poursuivre. J'ai lu dans les journaux que les Campbell, sous l'impulsion de Prévent, avec le soutien de la Ligne de France, ont lancé des dépistages. C'est quelque chose de très louable. Mais ça ne doit pas rester pour les gens. C'est vrai, il faut connaître quel risque la pression artérielle chez les gens soumis au stress de tous les jours. Parce que les gars de la rue, ils vont là, pour la plupart, ils sont sans papier. Donc, ils ont le stress de sans papier. Ils ont le stress de comment ils vont vivre demain, ils n'ont pas d'argent. Donc, ça peut créer, augmenter le risque cardiovasculaire. Mais il y a aussi ceux qui ont une situation normale. Il faut aller vers les associations. Des gens que Christ peut connaître, tu ne les connais pas. Et vice-versa. Chacun d'entre nous ici peut organiser que l'équipe de cette coalition vienne dans des associations, dépister et éduquer. Commençons déjà par ça. Et en tout temps, on écrit des projets pour ici. Parce qu'on va vous donner d'abord l'argent pour ici. C'est des politiques. Tu as évoqué un problème avec ton ami parlementaire. Pourquoi je suis arrivé à lancer le programme Oser sauver au Cameroun? Le programme de lutte contre la mort subite. Parce que ça crée des sensations. Nous avons lancé Mort subite, Oser sauver. Ça ferait les gens. Et tout le monde est attentif de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous disons aux gens, on a fait une démonstration sur Canal 2 et CRTV l'année dernière. Les gens sont venus masser en disant aux gens, attention, la mort subite, il faut agir, puisque c'est courant aujourd'hui au Cameroun, comme partout en Afrique. Il ne faut pas prendre le mouchoir et sur les larmes commencer à pleurer, appeler le voisin, oh mon oncle, tel est tombé, il est mort. Non, le temps de pleurer, si tu commences à amasser, tu vas le sauver. Donc, voilà un concept qui attire l'homme politique. Le politique va là où il y a l'action, il y a le public. Quand nous organisons les marches, là, ils viennent tous.
Le ministre vient en marche. Parce que la télé montre, c'est un homme politique, il faut que l'électorat sache qu'il est là. Et je t'assure, on n'invente pas une approche, on n'imagine pas une approche qui va intéresser les politiques. C'est un coup d'épée dans l'eau. Le sida, ça suscite l'émotion, le sida. Tout le monde a peur, ça touche les organes sensibles. Et donc, du coup, quand le gouvernement, le ministre s'implique, ça assure tous les gens qui sont potentiellement à risque. On voit que l'accès au traitement est gratuit. Ça assure tout le monde. Le Parti socialiste s'est monté longtemps au pouvoir ici, grâce à la santé. Le fonds de commerce du Parti socialiste en Belgique, c'est la santé. Donc, les gens en sont sensibles. Mais il faut saisir l'histoire par le bon bout. Et pour ce qui est de chez nous, il y a moyen de trouver, je vous ai dit, le Cameroun qui danse. Quand vous lancez le concept, les gens sont, c'est quoi Cameroun qui danse? Les gens sont curieux et découvrent. Donc, au moins, vous avez attiré l'attention pour profiter de passer un message. Je suis persuadé que l'union fait la force. C'est notre problème. Chacun dit, le projet en question, chacun dit, pourquoi Crespo va avoir 260 000 €, pourquoi pas moi, si on obtient ça, il va tout empocher. Et s'il empoche tout, il a quand même le moyen de créer tout. C'est pas possible qu'il empoche, puisque le projet est écrit. On décline chaque activité, que ceci va servir à ça, tel va servir à acheter tel. Voilà. Je t'invite, Crespo, tu n'es pas illettré, tu es un intellectuel, à t'associer à l'action de prévente. Et que Campbell, vous arrêtez la mission hospitalière seulement. Allez sur le terrain, conduire le dépistage, mais éduquer aussi. Je ne sais pas combien de personnes vous avez dépisté, ou bien vous allez dépister, mais allez plus loin. Vous avez un bus, allez dans les villes, à Liège, le Cameroun, la communauté camerounaise en Belgique, ce n'est pas seulement Bruxelles, ce n'est pas seulement la rue Eva, c'est les associations aussi. Donc, des bus. Faites mieux, allez plus loin. Osez sauver la population. Merci. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus explicite que ça. Je souhaite qu'il y ait encore une ou deux questions, parmi lesquelles, même s'il y en a qui n'ont pas de questions, je vais devoir dire aux personnes de poser des questions, notamment Magloire, parce que je sais... Ah, il a le micro. Oui. Parce que je sais que ces interventions sont très intéressantes. Et j'ai notre grande sœur, notre maman, qui a certainement à dire par rapport... Je suis médecin urgentiste. Oui, mais tout ce que je voulais dire, c'est quoi? Il faut, comme les Anglais disent, les take home message. Donc il faut se rendre compte qu'on est ici pour un problème d'hypertension. Et ce qui est important pour que tous ceux qui vont rentrer aujourd'hui à leur domicile, c'est de savoir, Daniel a insisté, le sel. Le sel, il faudra diminuer un petit peu au niveau de l'alimentation, de la cuisson, pour toutes les dames qui sont là et les hommes qui préparent à la maison. C'est très important. Autre chose, lutter un petit peu contre le sucre, c'est important aussi pour tout ce qui est diabète. Essayer de voir au niveau cholestérol, ça c'est bien aussi, essayer de manger moins gras, mais bon, on aura l'occasion d'inviter quelqu'un qui pourra nous parler éventuellement de tous ces régimes alimentaires. Ils sont vraiment très très importants pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire et faire de l'exercice, du sport, tout ça c'est important de se donner quand même quelques moments de sport. C'est des choses très importantes parce qu'actuellement on parle de quoi? 5% de croissance pour le Cameroun, pour l'Afrique. Je dis si demain on veut tous être des acteurs pour cette croissance-là, je pense qu'il faut que toutes ces choses-là puissent être réglées. Sinon, ce qui va se passer, c'est les autres qui viendront profiter de cette croissance à notre place. Il n'y aura personne sur place pour pouvoir concurrencer ou éventuellement aider à ce développement. Donc c'est des choses très importantes et c'est juste ces choses que je voulais dire ici. C'est vraiment le sel. Essayons de diminuer parce que bon, je vois l'alimentation. Je vois l'alimentation, tout ce que nous achetons, on essaie de tout mettre. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas continuer à affamer tous ceux qui sont là déjà épuisés depuis lors. Merci pour ce bon résumé, Magloire. Je savais bien, en tout cas. C'est vrai que s'il faut rentrer avec certaines informations, c'est vrai qu'avec beaucoup de questions, on risque de se disperser. Mais ça, c'est une bonne summarizing de tout ce qui a été dit. C'est bien. Merci pour ton intervention. Oui, monsieur. Bonsoir. Moi, je m'appelle Mabel Collins. Je suis nigérienne. Je suis très contente d'être ici. Je ne savais pas qu'on pouvait inviter les gens, sinon j'allais inviter les Nigériens, mais bon, je te promets la prochaine fois.
Bon, parfois on est mal informé aussi par rapport aux soins. Donc, j'aimerais bien poser cette question. Quel effet a l'aspirine sous la prévention de ABC ou quoi là? Parce qu'il y a des gens qui disent à partir d'un certain âge, il faut prendre un aspirine par jour. Et voilà, on a ça dans la tête depuis. Et aussi, bon, il y a des gens qui disent, bon, un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour éviter le ABC ou quoi là. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que... Oui, parfois on est mal informé. Mais sur ce coup, madame, je vous remercie pour la question très très pertinente. On n'est peut-être pas suffisamment bien informé, mais pas mal informé sur ce coup-là. Commençons par le vin rouge, l'alcool. Pourquoi ce n'est pas interdit? D'abord, on n'interdit pas l'alcool. Sur toutes ses formes, on recommande une consommation modérée. Parce que c'est l'abus qui fait problème. Pour les femmes, par exemple, on sait que le vin rouge, c'est le meilleur parce que ça comporte des substances. Ça contient des substances qui permettent de protéger les artères et le cœur contre le dépôt de graisse, contre le dépôt de la mauvaise graisse, l'oxydation. Antioxydant. Cette substance s'appelle le tanin. Cette substance-là, c'est contenu essentiellement dans le vin rouge. Lorsque... Tout est un peu dans le vin blanc, bien sûr, mais le vin rouge est plus riche, un peu comme le thé vert. Le thé vert en contient aussi. Et c'est pour ça que les Chinois, pendant longtemps, mouraient moins de maladies cardiovasculaires. Parce qu'ils boivent beaucoup de thé. Mais ils ont plus de diabète, les Chinois. Bien sûr, ça c'est autre chose. Donc, pour rester sur le vin, tous les alcools consommés modérément, ça protège. Le problème, c'est les quantités. Les Américains, d'abord c'est les Anglais qui ont fait la première étude, qui a démontré que pour un homme consommer un verre standard de vin, 2 verres par jour, 3-4 jours par semaine, avait un effet protecteur. Donc on a bien vu que la pression artérielle diminuait, on a vu qu'ils faisaient moins de diabète, on a vu que ces gens avaient, l'incidence des AVC était moins, sur plus de 20 000 personnes. Ça, c'est chez les hommes. Par contre, des femmes à même niveau de consommation, 2 verres faisaient plus de diabète, prenaient plus de poids, faisaient plus d'AVC. Donc on est descendu chez les femmes. On dit, mais si on s'arrête à 1 verre, comment elle se comporte? On voit qu'à 1 verre, la pression diminue plutôt. Le risque d'AVC diminue, le risque de diabète diminue. Donc, conventionnellement, d'ailleurs, les Américains ont contesté, ils voulaient, comme les Américains aiment bien la bouffe, ils sont passés à 2 verres pour les femmes et à 4 verres pour les hommes dans une grande étude. On a dû stopper l'étude prématurément à cause de surcroît de décès. Et dans le bras, qui respectait les quantités recommandées, les gens vivaient plus longtemps, mais on ne pouvait pas laisser pour les raisons éthiques les gens mourir parce qu'on voulait tester si l'alcool... Bon, donc, finalement, c'est 2 verres standard pour les hommes, 2, 3, 4 jours par semaine, et 1 verre pour les femmes. Idéalement du vin rouge. Mais tous les alcools consommés à dose modérée ont des effets plutôt bénéfiques. Le vin rouge a l'avantage d'avoir des substances antioxydantes. Voilà pour le... Bien sûr, il faut accompagner cela des mesures d'activité physique comme a préconisé le docteur Magouin Beaufort, parce que le problème avec des alcools, il y a des gens qui ne supportent pas l'alcool. Ils prennent beaucoup de poids en consommant excessivement d'alcool. Donc, il faut tout modérer, faire un peu de la marche. Donc, le vin, l'alcool n'est pas interdit, c'est l'abus qui est extrêmement dangereux et toxique. Pour revenir sur la question d'aspirine, bien sûr, il ne s'agit pas d'aspirine 1 gramme. C'est pas qu'on prend pour soigner la grippe ou le palu, la fièvre. Non. C'est l'aspirine 100 mg. Ou certaines firmes pharmaceutiques fabriquent l'équivalent qu'ils appellent Azaflo, tout ça. Mais à la base, c'est l'aspirine. Les Français appellent ça aspirine junior. Le petit aspirine. Pourquoi? Sans pouvoir faire la science, mais je suis obligé de vous amener à comprendre. Dans notre corps, des organes, au niveau du corps, des artères, il y a des substances. Dès qu'on est en contact du froid, ou quand on a de l'hypertension,
ces substances-là détruisent les protéines qui, en temps normal, permettent à une artère d'être élastique, d'être souple. Par exemple, quelqu'un qui a un excès de cholestérol ou de diabète, ça détruit la production de ce qu'on appelle l'oxynétique, c'est l'oxygène, qui, dans le corps, dans les artères souples, et permet le sang de passer, d'apporter la nourriture aux organes. Lorsque vous souffrez d'hypertension ou de diabète, ces substances, la chaîne, la protéine qui permet de produire donc cette substance qui dilate les artères est bloquée. Mais pour corriger, pour permettre à cette substance d'exister, pour empêcher que cette substance, cette protéine soit bloquée, quand vous donnez l'aspirine, l'aspirine vient faire la barrière que ne touchez pas. Alors la substance continue à produire l'oxynétique pour fluidifier le sang. Son rôle, c'est de fluidifier le sang de façon indirecte. Mais on ne peut pas donner à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui vieillit qui doit prendre ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a de l'hypertension à 60 ans et qui ne se soigne pas, si vous lui donnez l'aspirine, il risque de saigner dans son cerveau. Même si c'est une petite quantité. Maintenant, quelqu'un qui a le diabète à 50, 60 ans, le diabète, toute personne diabétique est considérée comme à haut risque cardiovasculaire. Le haut risque, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est susceptible, en ayant les 10 ans à venir, de mourir ou d'être malade d'une complication du diabète. Soit parce qu'il a fait une crise cardiaque, soit parce qu'il a bloqué ses reins, soit parce qu'il a fait un AVC. Ça, c'est haut risque. Chez les diabétiques, après 60 ans. Pour autant que le diabète soit bien contrôlé, parce que vous pouvez donner ça. Ça ne doit pas être systématique chez tout le monde. Les gens qui n'ont pas de problème, il ne faut pas leur donner. Les gens qui sont en bonne santé, il ne faut pas leur donner l'aspirine. Mais les gens à haut risque, le diabétique par exemple, le diabétique, il est à haut risque. Il faut donner, si on peut. Mais donner de l'aspirine ne suffit pas. La clé, c'est de faire baisser le sucre. Et de maintenir le sucre bas. S'il est hypertendu, le secret, c'est de faire baisser la tension. Et de maintenir la tension basse. L'aspirine va empêcher les complications. Mais si vous prenez l'aspirine et que la tension reste haute, vous pêchez dans le désert. Là, le même phénomène va se poursuivre. Donc, on corrige les facteurs de risque. On prend un peu d'aspirine. Effectivement, il y a des grandes études qui ont montré que ça permettait d'éviter les événements, les décès de 30% de cas. C'est vrai, mais il faut qu'il soit préconisé par un médecin qui calcule votre risque. Comment on calcule le risque? Vous êtes une dame. On dit, ok, cette dame, madame X, elle a 50 ans. Elle fume, ça augmente le risque. Elle a un excès de cholestérol, ça augmente le risque. Le risque ne s'additionne pas, ça se multiplie. Un diabétique hypertendu, le risque est multiplié. Il ne s'additionne pas. Il a un excès de cholestérol, ça se multiplie. Il fume. Donc, il ne fait pas de sport. Donc, on dit qu'il est à haut risque cardiovasculaire. Même s'il a juste 14 sur 9 de tension. Donc, on a mis tout ça ensemble pour dire, ah, le score pour lui, c'est 5. Le score, c'est dire, ah, s'il a 5, comme il a diabète, hypertension, dans 10 ans, si on fait, il va mourir d'infarctus. Voilà le risque. À ce moment, on traite d'abord les risques, les facteurs, puis on donne l'aspirine pour vous protéger. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je suis sûr qu'il n'y a plus de questions. Ok, docteur Lantanda a une question. Mais n'oubliez pas qu'il y a des fruits qui nous attendent là. Merci aussi pour la parole. En fait, ce n'est pas une question, c'est peut-être un complément. Je commence d'abord par remercier cette initiative que tu as eue de créer cet aspect. Je suis surpris. En arrivant, je me disais que c'était sûrement une conférence de nous, médecins du travail. Et j'arrive, je trouve que c'est une conférence d'un aspect qui traite d'un sujet important, qui est important. Je suis médecin, mais je suis hypertendu aussi. Et curieusement, le professeur Lemongoum, c'est mon médecin traitant. Voilà, donc c'est une surprise et vraiment je suis ému, ça me fait du bien. Mais je voulais dire que la plupart des malades hypertendus croient que le traitement de l'hypertension, c'est comme le traitement du paludisme ou de l'effet typhoïde à une semaine, 7 jours. Même ici en Europe, j'ai fait un constat dans la communauté congolaise et dans d'autres communautés aussi. Les gens prennent le traitement contre l'hypertension et souvent ils s'arrêtent, ils ne vont plus revoir les médecins.
surtout ceux qui passent par chez les généralistes. Mais voilà, le professeur Lemougou m'a dit que c'est l'affaire de tout le monde. Je ne sais pas si les généralistes sensibilisent les patients du fait de la continuité du traitement. Ça, c'est une chose. Bon, là, je ne m'exclus pas. Donc, il y en a un juste à ta droite qui va... Mais voilà, c'est ça. Non, donc j'ai dit que je ne m'exclus pas parce que... Mais là, je crois que c'est la grande problématique, à part toutes les mesures préventives qui nous ont été citées ici. Et voilà, par ce récit tellement éloquent du professeur, la sensibilisation est très importante. Et dans la prévention, je dirais qu'il faut que les gens sachent que l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète, c'est comme les maladies psychiatriques. Donc c'est des maladies à traitement ad vitam, où les traitements ne s'arrêtent pas, mais qui se corrigent selon l'évolution et selon les facteurs biologiques tels que le médecin traitant va le découvrir au fil du temps. Ouais, donc on peut avoir une dose faible et passer une dose forte, et vice-versa, selon l'évolution. Donc voilà, c'est juste un apport que je veux ajouter, et un remerciement à l'équipe et surtout au professeur. Voilà, merci. Mais une chose, si cet aspect pouvait être étendu à toutes les communautés, c'est une bonne chose. Apparemment, c'est comme si elle est juste camerounaise. Je ne sais pas. Donc si c'est pas le cas, alors là, je ne sais pas. Oui, je dois répondre à cette remarque. Okay. Et d'ailleurs, quand le professeur a fini tantôt, je lui ai dit que des invitations ont été distribuées partout. Honnêtement, ça. Et d'ailleurs, c'est dans mes consultations au quotidien. Et j'ai beaucoup de Congolais d'ailleurs à qui j'ai donné l'invitation. Donc franchement, ça a été distribué partout. Je ne ciblais pas la communauté camerounaise, mais bon, je suis camerounais et il fallait qu'il soit aussi là. C'est pour ça que je me suis rendu à l'ambassade. Mais dans les prochaines campagnes, j'espère pouvoir compter sur toi pour que l'invitation passe aussi dans votre communauté de façon aussi bien via les ASBL. Et je suis content d'avoir M. Rispus ici parce que j'ai entendu parler de solidarité. Mais je suis très heureux de vous avoir. Mais je vais utiliser tous les moyens, parce que je vois que les moyens officiels par l'ambassade ne sont pas toujours porteurs. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi, avec le camion médical dont je vous ai parlé ici, on va dans les communautés. Parce que passer par les grands moyens et les grands, je ne sais pas, personnalités, c'est parfois compliqué. Mais si on va vers la population, on dit on vous apporte quelque chose, on a plus de chances. De toutes les façons, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a personne qui... Enfin, tout ce qu'on demande à la commune, c'est une autorisation pour mettre le camion médical. Après, on touche la population directement. Ces personnes par qui on doit passer, faire des demandes, prendre des rendez-vous et tout, c'est parfois très complexe. Donc, on va passer par vous, les associations, et prochainement, on espère avoir plus de monde. Et j'aimerais quand même que votre question sur le généraliste, est-ce que les médecins généralistes, moi je suis très intéressé de savoir si les médecins généralistes, effectivement, parlent de prévention à leurs patients. Et j'ai au moins un médecin généraliste. J'aimerais vraiment que, Paolo, je suis désolé d'insister, tu ne voulais pas poser de questions, mais peut-être tu vas répondre à une question. Oui, donc je suis Paolo, médecin généraliste ici à Bruxelles. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'au niveau des médecins généralistes, il y a assez de prévention. Je pense que souvent, on se limite. Bon, ce qu'il y a quand même à Bruxelles, c'est que, enfin en Belgique, je crois, on prend l'attention. Ça oui. Mais est-ce que chaque médecin généraliste ici a le temps de parler à chaque patient qu'il voit des facteurs de risque cardiovasculaires et des facteurs de risque pour la tension? J'en doute. Une des raisons, selon moi, c'est je pense que le professeur a parlé des médecins au Cameroun qui ont juste 15 minutes pour voir leurs patients. Ben, ici en Belgique, c'était parfois 10. Si on a la chance, on a 20 minutes avec son médecin. Donc je pense qu'il y a aussi du travail à ce niveau-là. Ouais. Je pense que sa réponse doit davantage aider Prévent à orienter le message. Parce que le Dr Mandana a évoqué la problématique des différents groupes africains ici. Lors de notre discussion précédente, j'ai attiré ton attention sur le fait qu'il ne fallait pas se communautariser. C'est un problème qui touche le problème de compliance
thérapeutique. C'est au-delà de la race, de tout. C'est un véritable problème que les médecins généralistes ne maîtrisent pas l'outil de prévention. Ils n'appliquent pas. Donc, un argumentaire, quand tu vas approcher, solliciter la subvention de la Fondation Roi Baudouin ou le gouvernement belge pour subventionner la RFP, dit attention, il y a un gap. Alors, le risque résiduel. Le risque résiduel, ce n'est pas seulement tout le cholestérol, l'hypertension. C'est aussi les médecins qui ne sont pas assez éduqués. Il faut, moi, je vais aller vers eux. Je vais faire. C'est un outil de travail très important. Que fait-on des médecins généralistes qui sont en première ligne dans le système de santé belge? C'est un gros poids de santé. Tu vas montrer les bénéfices en termes de prévention que cela va engendrer. Pour ce qu'Appentil a fait, mais juste un dépistage, n'a pas poursuivi. Tu intéresses toutes les communautés. Bien sûr, charité bien ordonnée comme moi, toujours par soi-même, il faudrait élargir la chaîne à toutes les communautés africaines. Ici, ce ne sera pas tout le monde, il ne faut pas se faire d'illusions. Tu es médecin de santé publique, tu sais comment ça se passe. Le communiqué, les SMS ne suffisent pas, ce n'est pas assez efficace. Pourquoi? Il faut identifier chaque leader d'opinion. Chris Poussé là. Dr Landana, c'est vrai, c'est un médecin. Mais il va nous aider. Mais il n'est pas seul représentatif des gars qui sont en bâtonnier, qui boivent. Il faudrait qu'il t'aide à identifier des gars dans des différentes associations de sport, qu'on convoque les leaders d'opinion des différentes communautés pour les sensibiliser à la problématique. Et puis ensemble, on fait un échéancier. Ils vont se sentir impliqués. Aussi longtemps qu'ils ne se sentent pas impliqués, il n'y aura pas d'action. Ce sera l'inertie. Voilà ce que je pense comme proposition. C'est vrai, c'est une bonne proposition, effectivement. Avant que je vous donne la parole, pour revenir à cette idée des connaissances, il n'y a pas que les connaissances, effectivement, des médecins généralistes, mais le temps aussi, vu que le système est dépourvu de médecins, on n'a pas assez de médecins, il y a plus de patients que de médecins, enfin, pour le quota, et donc ils n'ont pas le temps de faire de la sensibilisation. Pourtant, c'est des messages simples de sport, comme Magloire l'a dit, 4 messages qu'on s'est fait en 10 minutes. Même si ça semble entrer d'un côté et sortir de l'autre. Moi, de toutes les façons, je le fais systématiquement quand je consulte les travailleurs. Et j'ai 15 minutes. Mais je le dis, qu'ils soient hypertendus ou pas, je leur dis, est-ce que vous faites du sport? Il faut en faire, etc. Est-ce que vous consommez trop de sel? Je le fais de façon tellement mécanique que les gens se demandent si... voilà. Par contre, pour ce qui est des activités que nous menons, effectivement, pourquoi est-ce que nous avons choisi d'aller vers les populations? Parce qu'il y a des obstacles à tous les niveaux. Et ce n'est pas qu'en Afrique. Ici, j'ai présenté le projet au niveau de la commune d'Anderlecht. Et je ne sais pas s'il faut filmer ça. Bon. C'est l'échevinat de la santé qui m'a posé problème. Pourquoi? Ils disent, ouais, vous venez prendre notre travail, etc. Mais quand je leur demande, est-ce que vous savez combien de patients téléphonent dans les cabinets pour prendre rendez-vous, pour être inscrits? Et d'ailleurs, je suis content que Paolo, tu es là. Je t'ai déjà dit une fois, est-ce que votre cabinet peut prendre un nouveau patient? Tu m'avais dit, on est full. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais les gens voient toujours ce genre de projet comme un obstacle. Enfin, je sais pas, même ici en Europe. Et les chemins de la santé dont je parle, ce n'est pas un noir, ce n'est pas un africain. Donc, il met ces obstacles, mais il n'a pas l'information. Mais quand je lui dis, est-ce que vous savez que si vous téléphonez à un cabinet pour être candidat patient, vous n'aurez pas de place, vous avez peu de chance, il est un peu surpris de l'information. Ou alors quand je lui dis, est-ce que vous croyez que les médecins ont le temps de parler des problèmes de santé publique à leurs patients en 10 minutes? Il va être surpris parce qu'il pense que le médecin a tout son temps, il est le super médecin qui a tout, mais ils n'ont pas cette information. Vu qu'il y a des obstacles à ce niveau, on va travailler à cela. Moi, je dis, je vais dans l'action, je vais déjà vers les populations qui en ont besoin et qui sont abandonnées, puisque les médecins n'ont pas assez de temps, ils vont pas aller dans la communauté. Les politiciens sont dans leur politique, mais qui va s'occuper de ces personnes? On a du temps, on a un peu de temps qu'on peut mettre à disposition. Est-ce qu'on fait de nos week-ends ou de certains moments que nous avons? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme il le disait, il faut s'associer, il ne faut pas se combattre, il faut faire des groupes, des consortiums. Si dans la rue, on me pose problème dans les communes, je vais aller vers les associations. Je vais leur dire, le jour où vous avez réunion, moi je viens, je vous parle de tel sujet de santé publique. Ceux qui profitent de l'information vont le faire, mais je vais trouver les moyens d'être dynamique, d'être actif. Et je ne vais pas me laisser au premier obstacle arrêter toutes les activités. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de sérieux pour m'empêcher de fonctionner pour la sensibilisation. Et donc, je compte vraiment sur le soutien de beaucoup de gens, que ce soit pour passer l'information, parce que même si vous ne venez pas,
passer l'information parce que ça peut aider d'autres personnes. Donc, invitez les gens, communiquez, dites-leur qu'il y a des sujets intéressants. Il y a beaucoup de sujets, on va parler de stress, on va parler de diabète. Il y a toujours tout le monde qui est dans les chocolats et des bazars là, et qui ont des facteurs de risque associés. Je vais parler de plein de choses, mais c'est un calendrier et on a besoin de support. J'espère que j'en aurai derrière parmi vous. Vous avez la parole. Oui, merci de me passer la parole. En fait, j'ai juste une petite question très concrète et pratique. Comment est-ce qu'on fait pour quantifier la quantité de sel qu'on mange? Parce qu'on a parlé de sel, on a parlé de diminuer. Mais qu'est-ce qui prouve en fait qu'on ne mange pas assez de sel? Je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour quantifier la quantité de sel? Votre question est très pertinente. J'aurais souhaité que le docteur Tcheko soit ici, mais pour moi, la vision quand même. Et comme le docteur Maboula vous a promis que prochainement, je ne dévoile pas le secret, je pense qu'il faisait allusion indirectement à cette institution de talent qui fait partie de la communauté et qui est très très outillée, elle connaît bien le sujet, qui pourra bien sûr nous expliquer ça. Et si j'insiste sur l'aspect atelier pratique, ce ne sera pas que pour mesurer la pression atelier, il faut des ateliers pratiques. Montrer aux gens, 5 grammes de sel, c'est ça. En réalité, en pratique, 5 grammes de sel, c'est une cuillère à café de sel. De cuisine, ça fait correspond à 5 grammes. Mais vous savez combien vous mettez? C'est dans les cuillères de soupe, les grosses cuillères de soupe. Mais le cube magie. Vous savez, le cube magie, je n'ose pas parler de Cameroun, parce que tout de suite, il cherche à m'attraper, me tabasser. Je n'aime pas beaucoup ça. Donc, je me déteste, Nestlé. Parce que bon, en fait, quand ils annoncent, j'ai des résultats, hein, ils vous disent que dans un cube comme ça, le sodium c'est 5 grammes. Vous allez doser au laboratoire, c'est 100 grammes. Donc il triche. Personne ne le sait. Ou alors ceux qui le savent, ils sont complices. Ils touchent le pot de vin et ils se taisent. Oui, bon voilà, c'est une bataille très compliquée. Quand vous achetez le poulet au marché, surgelé, vous connaissez le poids? Il faut peser. Il faut savoir la quantité de sel qu'ils ont mis pour les fermiers. Et carrément, ils ont des industries. Ce que le Coroï nous vend là, le poids. Vous trouvez que c'est moins cher, mais par rapport au prix d'achat, la production, le prix est multiplié par 10. Ouais, grâce aux quantités de sel qu'on y ajoute. Donc, c'est très difficile de quantifier, mais nous pouvons quantifier ce que nous ajoutons dans le plat. Puisque ce que nous ajoutons, ça représente 15% du sel que nous consommons chaque jour. Si nous pouvons agir sur les 15%, ça y a beaucoup. Mais 5 grammes de sel, c'est déjà une cuillère à café. Pour compléter cette information, pour ceux qui vont dans les fast-food, si vous avez remarqué, il y a maintenant systématiquement, ils mettent du sel dans les frites. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est dans un but commercial? Est-ce que c'est pour finalement indirectement provoquer des maladies pour lesquelles on va acheter des médicaments? On peut se poser des tas de questions. Mais il y a quelque chose de pas normal. On sait que le sel provoque tous ces problèmes. Le ministère, enfin, les autorités sont au courant de ces préparations, de leur contenu, puisqu'il y a un contrôle alimentaire. Mais pourtant, je vous dis, automatiquement, dans les frites, on met du sel sans vous demander. José, tu sais bien la règle physiologique. Tu accompagnes les enfants au mardeau, au puits. Personne, on en parle, mais personne ne peut chercher la règle. Nous le faisons tous inconsciemment. Amenons les enfants pour Maboula, quand il rentre d'un congrès, il a fait 3 jours. À New York, sans voir sa famille. Le premier réflexe, c'est amener les enfants. Un peu se détendre. Les enfants disent, papa, je veux le mardeau. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est salé, ils ont soif. Ils boivent plus. Donc, on essaie de créer le besoin. C'est le marketing. Mais toxique. Plus on met du sel, vous mangez, vous avez soif. Vous buvez du Coca-Cola. Le Coca-Cola est toxique, ça rend tout diabète. Donc, c'est une cascade compliquée. Bon, voilà. Ils vont toujours ajouter. Il y a une demande aux gens. Donc, c'est sa volonté. Donc, on doit faire un travail, nous, en amont, pour informer les gens de ces problématiques. Comme ça, si vous voulez aller au fast-food, je ne vais pas citer lesquels, au moins, vous pouvez dire stop, ne mettez pas du sel. Moi, je vais contrôler le sel que je mets, ou tant que c'est possible. Je vous dis, il y en a, on ne vous pose pas la question, on en met. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. On voit bien qu'il y a beaucoup de chemin. Je vais remercier encore le professeur Lemogo avec des applaudissements pour sa présence.
les fruits, laissez tout ce qui est sucré, buvez de l'eau. Et à la prochaine conférence, pour le dépistage de l'hypertension artérielle, c'est le 6, vendredi prochain en Andalette, et le 7, samedi à Saint-Gilles. Donc voilà, je vous remercie encore, je vous invite à la table. Bon appétit. Je suis Christian Tchatchoua, de nationalité camerounaise, enfin d'origine camerounaise comme ils le disent ici. Je suis président de l'association intitulée Solidarité camerounaise du Benelux. Et nous sommes sur le terrain depuis 2006. Et notre corollaire, c'était les démunis, la santé, l'éducation et autres. C'est vaste. Nous avons, dans un premier temps, mis notre action sur le rassemblement de la communauté africaine, sud-saharienne. Et jusqu'à présent, nous continuons notre action que malgré les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, mais le combat continue. Mais justement, j'ai une de mes membres qui est pharmacienne, qui est venue à l'association donner les informations et j'en étais ravi de savoir qu'il y a des gens qui pensent comme nous et que nous devons soutenir ce genre d'action, surtout pour le rapprochement des idées, parce que nous estimons que l'union fait la force. Et à travers Prevent, qui a une bonne partie de nos objectifs, nous pensons que si nous mettons la main dans la main, il est possible d'atteindre beaucoup plus, ou peut-être à moitié, les objectifs, parce que la communauté africaine est une chose très difficile. Moi, c'est Albert Kamdoum. Je suis infirmier aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles, en service de cardiologie. Donc, j'ai honoré de l'invitation de mon frère José à cette conférence, lui qui dirige l'association Events. Donc, plusieurs fois, j'ai reçu les SMS, mais je n'avais pas toujours le temps d'assister vu mes horaires de travail. Mais aujourd'hui, vu que c'était un thème sur l'hypertension, je travaille en cardiologie, donc je suis confronté au problème. J'ai tenu à être présent ce soir. Et sincèrement, j'ai apprécié la présentation du professeur Lemungu, qui a été très pertinent dans les démonstrations, les statistiques au niveau de l'Afrique, du monde, du Cameroun particulièrement. J'ai découvert beaucoup de choses en ce qui concerne les causes de l'hypertension que je connaissais déjà. J'ai appris autre chose. J'ai appris les statistiques du problème d'hypertension au Cameroun qui est vraiment touchant, qui m'interpelle beaucoup. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, j'aurai une autre vision de ce que c'est que la tension au niveau mondial, au niveau du Cameroun. Et je crois que c'est une très bonne initiative qu'a pris cette association d'organiser des séminaires pareils. Dommage qu'on n'était pas aussi nombreux qu'il le faut, mais je crois qu'avec la participation de tout le monde, je crois que les choses iront beaucoup mieux dans le futur. Voilà, merci. Nom Henri Candio, infirmier case manager, je suis venu de l'Italie et je suis là pour la conférence de ce soir de Mec Calbel, l'association des médecins camerounais de Belgique, Preven, ASBL. Et ça a été une soirée tellement chaleureuse. Le professeur Daniel Lemungu, il a fait des interventions éclatantes, précises sur des thèmes de l'hypertension artérielle. Il a élargi également les risques et les précautions pour des personnes atteintes de la maladie et comment sont les méthodes de dépistage et comment on peut également prévenir cette maladie. Et effectivement, nous sommes rentrés étant très émus, contents de l'enseignement qu'il nous a donné, à savoir déjà réduire la quantité de sel, équilibrer son alimentation, faire des mouvements physiques, d'éducation physique, et également essayer de réduire
tout ce qui est comme rythme de vie. Et aussi essayer aussi de milipender vers les autres populations la sensibilisation des personnes envers la maladie et l'hypertension, une maladie qui tue en silence, comme on le dit dans le jargon. C'est le thème qu'on doit le dire, parce que c'est une maladie des risques, des maladies cardiovasculaires le plus représentatif de nos jours dans les pays africains, la population africaine qui ont une alimentation hypercalorique. Une fois de plus, je peux être content de cette conférence parce que j'ai appris beaucoup.